Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro exceptionnel, d'ailleurs dans le monde, consacré à l'élection présidentielle au Niger de ce dimanche 27 décembre 2020. Je suis actuellement à Niamey, plus précisément devant la grande mosquée Kadhafi, bâtie en 1977 par le guide libyen. 30 candidats se présentent à la magistrature suprême. Les questions sécuritaires et économiques semblent être les principales préoccupations des populations. Alors que proposent-ils pour endiguer ces phénomènes? Je vous propose d'aller à la rencontre des principaux candidats de cette élection. Ibrahim Yacouba, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors vous avez été ministre des Transports puis ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement Brigitte Rafini. Vous êtes le candidat du mouvement patriotique nigérien, le MPN Kishin Kassa, à la présidentielle du 27 décembre prochain. Comment se déroule votre campagne électorale? Elle se déroule très bien, mais elle est très physique, la campagne électorale au Niger. Vous savez, le pays est très vaste. Et lorsqu'on entreprend de se présenter aux élections présidentielles, nous avons considéré que le minimum est qu'on aille auprès des populations, en tout cas le plus large possible qu'il est permis de faire sur le terrain. Et c'est ce que nous avons fait depuis 12 jours d'affilée, quasiment sans interruption, aller dans les grands centres urbains, les villages, et puis s'arrêter à des rencontres impromptues, parler avec les populations, les écouter et puis leur dire avec force notre projet. Donc c'est assez exaltant, mais en même temps c'est éprouvant physiquement. Alors, lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2016, vous êtes arrivé 5e avec 4,43% des voix derrière Ama Amadou, Séni Oumarou et Mahaman Ousmane. Que comptez-vous faire en 2020 pour devancer finalement ces ténors de la politique nigérienne? L'objectif n'est pas de le devancer individuellement pris parce que ça ne rentre pas dans notre campagne. L'objectif c'est d'arriver au second tour. Et pour cela, depuis que nous avons créé le parti, nous n'avons rien arrêté, ni le travail d'implantation du parti, ni le recrutement. Et puis le parti, il se porte lui-même par la propre dynamique qu'il génère. Vous savez que ce parti, il est né à 57 jours des élections présidentielles que vous avez évoquées d'ailleurs, au cours desquelles nous avons réalisé le résultat que vous avez rappelé tout à l'heure et qui est une performance dans l'histoire politique récente du Niger, en si peu de temps avoir autant d'adhésions. Alors en 2016, vous avez appelé à voter pour le président Issoufou au second tour, nommé ministre des Affaires étrangères. Vous avez été limogé en avril 2018 par le chef de l'État pour avoir, dit-on, fait preuve de déloyauté. Que s'est-il passé exactement? Non, nous avons démissionné. C'est eux qui appellent ça déloyauté. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de la première année de notre soutien au président, en avril 2017, le gouvernement actuel, qui avait déjà à l'époque la candidature qu'il porte actuellement, ils ont décidé de changer unilatéralement la loi électorale. Et ils y ont mis des dispositions qui nous paraissaient procéder d'une volonté de conservation du pouvoir, y compris contre la volonté populaire. Évidemment, la majorité était large, une cinquantaine de partis politiques, mais nous étions les seuls à nous élever. Donc à partir de la première année déjà, j'avais dit au président de la République et aux membres du gouvernement que nous n'entendions pas accepter que cette loi serve de loi électorale. Parce qu'au Niger, nous avons une tradition faite de consensus électoral qui a permis justement aux partis au pouvoir actuel de participer sereinement à toutes les compétitions électorales et probablement même de gagner en 2011. Lorsqu'ils ont décidé de faire cette loi, nous nous sommes opposés. D'abord en échange interne, puis nous avons fait une lettre au Premier ministre, alors que j'étais ministre des Affaires étrangères, pour lui dire mon désaccord et mon opposition à la modification de cette loi. J'avais ensuite mobilisé les députés de mon groupe. Et lorsque j'ai vu qu'ils ne nous entendaient pas, nous avons fait 2 ou 3 déclarations pour dénoncer cette trajectoire qui était très dangereuse pour notre pays, la mauvaise gouvernance et puis l'arrestation de nos camarades de la société civile à l'époque. Ils ont considéré que ce n'était pas loyal. Moi, je n'ai pas à être loyal vis-à-vis d'un homme, quelle que soit sa position. J'ai à être loyal vis-à-vis du peuple nigérien et de notre État. J'ai l'impression que vous insinuez qu'ils voulaient tricher ou faire du forcing pour l'élection. Je n'en suis rien, c'est ça la volonté. Le président de la République et son parti, dès 2017, avaient le projet de faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Parce que, madame, c'est que nous avons une tradition. Depuis la conférence nationale, toutes les lois électorales ont été faites dans le consensus.
Ce n'est pas un parti, parce qu'il a la majorité à l'Assemblée qui décidait de faire les lois électorales telles qu'il le voulait. Ce n'est jamais arrivé ainsi. Et la preuve, ce parti-là, actuellement, lorsqu'il était à l'opposition et qu'il avait seulement quelques unités de députés, il a toujours participé aux lois électorales. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez remarqué qu'au Niger, la plupart du temps, les élections sont plus ou moins acceptées. Les vainqueurs sont félicités, les vaincus reconnaissent leur défaite et ainsi les choses se déroulent comme cela. Aujourd'hui, vous avez certainement la Commission électorale nationale la moins représentative, la plus illégitime et la moins crédible des 30 dernières années au Niger. Quelles sont les principales propositions de votre programme pour le Niger? Nous avons un programme qui s'appelle le Niger autrement, que nous proposons aux Nigériens pour le mandat 2021-2026 et nous l'avons structuré en deux parties. Nous considérons que la situation du Niger est très dégradée dans la plupart des indicateurs socio-économiques et sur le plan sécuritaire. S'agissant des indicateurs sociaux, vous savez que le Niger est régulièrement classé dernier sur au moins 10 années successives, dernier au point de l'indice de développement humain. Donc il y a déjà incontestablement une sanction de notre mauvais état de santé de ce point de vue-là. Puis vous savez, une situation sécuritaire qui se dégrade, qui se généralise depuis quelques années dans notre pays et dans notre espace. Donc puisque nous considérons que les indicateurs sont très mauvais, nous avons dit que le passage de témoins qui va s'opérer en avril 2021 ne peut pas être une simple passation de service. C'est pourquoi nous avons structuré le programme en deux parties. Nous considérons que la première année, nous mettrons en œuvre un programme d'urgence. Il y a nécessité que nous ayons une équipe politique forte, audacieuse, resserrée vraiment sur l'essentiel des missions et avoir un focus, un point d'intérêt prononcé sur certains secteurs pour les redresser, notamment le secteur de l'éducation, la santé, le développement rural et la sécurité, plus le retour progressif des populations déplacées sur leur terroir. Donc le programme d'urgence sur la première année va être une concentration de la volonté politique et des ressources sur les principaux points que je viens d'indiquer et qui me paraissent des points cruciaux et critiques si on veut rétablir la situation. Et à partir de la première année, nous avons un programme de stabilisation sur 12 axes que nous avons déroulés dans l'essentiel du programme. En vérité, les points d'intérêt et les points de priorité sont connus au Niger. Et au demeurant, ils ont déjà été définis par notre Constitution. Depuis 2010, le Constituant considère que l'essentiel des ressources doivent être allouées à la santé, à l'éducation, au développement rural et au projet ou au développement des générations futures. Mais malheureusement, c'est tout le contraire que le gouvernement a mis en œuvre sur 10 ans. Les affectations budgétaires. Vous dites ça sur 10 ans, mais pourtant vous avez rejoint ce même gouvernement 6 ans après. Après 6 ans de défaillance à vous écouter. Non, vous savez, quand vous participez à un gouvernement, vous assumez ce que vous faites. Nous, lorsque nous étions au gouvernement en 2017, les postes que nous avons occupés, nous nous sommes mis au service de l'État dans l'essentiel de nos capacités et de ce que nous pouvons faire. Et quels que soient les ministères qui ont été confiés à nos militants, ils se sont vaillamment comportés pour le faire. Et à partir du moment où on a un désaccord, nous avons quitté. Donc je veux dire que nous assumons la responsabilité de ce que nous avons porté comme action politique. Et de cela, nous répondrons au demeurant, nous répondons aisément parce qu'il n'y a eu ni malversation, ni quoi que ce soit autour de ces départements que nous avons gérés. Donc nous ne pouvons répondre que de cela. Ce qui a été mis en œuvre, c'est la politique générale du président de la République. C'est son programme, c'est lui qui orientait les missions. Ce sont ses choix qui sont critiqués. Ce sont ces choix qui ont produit les échecs que nous avons eus aujourd'hui. Alors, dernière question. Dans l'hypothèse d'un second tour, quelles seront vos consignes de vote? Mais nous serons au second tour, Inch'Allah. En tout cas, c'est notre projet. Si nous ne sommes pas au second tour, malheureusement pour nous, en tout cas, nous travaillerons tout, nous ferons tout pour y arriver, Inch'Allah. Mais si nous n'y arrivons pas, les consignes de vote du MPN sont claires. Vous savez qu'au Niger, nous avons mis en place une coalition qui s'appelle CAP 2021. Et dans cette coalition, il y a un engagement de nous soutenir mutuellement, ce que nous avons fait déjà à l'occasion des élections locales, et de soutenir celui qui d'entre nous arrivera à second. Cette coalition comprend Maman Ousmane, Lumana, Amin Amin, UDR, Tabat, certainement que j'en oublie.
Donc c'est celui qui sera en position de force qui sera notre candidat au second tour. C'est cela notre engagement. Ibrahim Yacouba, merci de nous avoir reçus. Merci madame, ce fut un grand plaisir de vous parler. D'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Albadé Abouba, bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez été ministre de l'Intérieur à 2 reprises, puis ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Vous êtes aujourd'hui le candidat du mouvement patriotique, le MPR Jamouria. Comment se déroule votre campagne électorale? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. La campagne se déroule globalement assez bien, mais je vous avoue que nous avons amorcé cette année une campagne électorale dans une ambiance un peu tendue. Et contrairement aux années antérieures, où en amont des campagnes électorales, il y a un consensus politique qui est généralement accepté au niveau national, tant dans la législation, surtout dans l'élaboration des textes législatifs, je vais dire, donc, pour l'organisation de ces élections, que dans la mise en place des organes chargés de l'organisation même à proprement parler de ces élections, comme la CENI et autres. Bon, cette année, il y a eu beaucoup de tiraillements et du coup, ça a généré des tensions qui malheureusement se ressentent encore. Alors, quelles sont les principales propositions de votre programme pour le Niger? Pour nous, au MPR Jamouria, nous avons prioritairement 7 axes dans notre programme. La première priorité que nous avons définie, c'est la sécurité. Alors nous, dans notre stratégie de règlement de cette problématique, nous allons renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité. Vous savez, c'est un mot, a priori, quand on le prononce, c'est un fourre-tout, mais tout spécifiquement, nous allons mettre l'accent sur la formation de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons constaté que nos pays africains, généralement, jouent sur le nombre. On recrute beaucoup d'agents, on les forme de façon sommaire. Souvent, c'est des formations communes de base et après, bon, ils sont dispersés ou répartis dans les casernes sans vraiment leur créer les conditions de les aguerrir pour les opposer potentiellement à des ennemis. Deuxièmement, les équiper avec du matériel adapté. On a remarqué souvent que nos pays achètent souvent même des avions de chasse. Ces matériels ne sont pas adaptés à nos besoins. On peut acheter un avion de chasse, effectivement, lorsqu'il s'agit des guerres classiques. Mais quand il faut l'opposer à quelqu'un qui est à moto, ça n'a absolument aucune plus-value. Même sur les plans militaires. Les militaires, je crois qu'ils le savent mieux que quiconque. Donc, c'est d'acheter du matériel et des équipements bien adaptés au terrain, bien adaptés aux besoins des forces de défense et de sécurité sur la base de ce qu'elles-mêmes, ces forces, auraient demandé. Et l'autre aspect également, c'est la coopération internationale au niveau du G5 Sahel. Pas seulement du G5 Sahel. G5 Sahel, c'est 5 pays. Mais nous avons d'autres pays, des grands pays voisins, comme l'Algérie, comme le Nigeria. Donc, ces pays, il faut aussi les impliquer dans la gestion de ce phénomène. Et on ne peut rien faire sans les impliquer, eux, la Libye et autres, et peut-être même au-delà, parce que c'est un problème transnational. Donc, il ne se limite pas seulement à la superficie des 5 pays concernés, mais c'est tout l'espace sahélien et le Sahel. Quand on prend dans l'absolu, c'est 14 pays. L'espace sahélo-saharien, c'est plus de 10 à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Alors, intéressons-nous à votre carrière. Vous avez commencé votre carrière politique au sein du MNSD, l'ancien parti unique dont vous étiez l'une des figures de l'ère Tandja. Pour quelles raisons avez-vous créé votre parti en 2015? Nous étions aux côtés du feu président Tandja et au sein du MPR Jamouria, du MNSD Nassara, dont j'étais secrétaire général et 2 fois ministre de l'Intérieur. Et nous avons eu quelques difficultés, quelques incompréhensions avec certains camarades. Et nous avons Vous parlez de la CENI Oumarou? Entre autres.
Donc nous avons estimé que plutôt que d'entretenir le parti dans une crise permanente, il vaut mieux que chacun prenne son chemin et fasse sa petite expérience, et tout en gardant quand même l'héritage spirituel du président Tanja. Alors en 2016, justement, votre parti s'était aligné dès le premier tour derrière le président Mamadou Issoufou, le président sortant. Vous serez nommé ministre de l'Agriculture avant de démissionner. Et vous avez été un acteur clé, je le répète, du régime Tanja au pouvoir à l'époque, avant de rejoindre celui de l'opposition. Comment comprendre un tel revirement sur le plan idéologique? C'est-à-dire, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut suivre bien l'actualité nigérienne de l'époque. Donc, effectivement, nous étions un parti au pouvoir qui a été d'ailleurs victime d'un coup d'État, si vous vous rappelez. Et en 2012, il y a eu la crise libyenne. Et la crise libyenne a malheureusement créé une condition d'insécurité, celle dont on parlait tout à l'heure, parce que cette crise a été le principal vecteur de l'insécurité ici dans le Sahel. Alors le président Issoufou a voulu approcher l'opposition de l'époque, le MNSD, et pour participer à un gouvernement d'union nationale. Donc nous avons discuté pendant des mois et ils avons convenu, en fin de compte tenu de l'intérêt supérieur de notre pays, donc d'aller dans le sens de ce gouvernement d'union nationale. C'est à la mise en place de ce gouvernement d'union nationale qu'il y a eu des dissensions et donc il y a eu une sorte de rétropédalage de certains, et d'autres ont estimé que c'est pour l'intérêt du pays, il ne fallait pas jouer sur les égaux, puisque nous avons un pays qui est fragile, qui était menacé et qui a besoin de la cohésion nationale et de la solidarité de tous ses fils pour faire face à la crise. Voilà ce qui a motivé notre participation à ce gouvernement d'union nationale. Donc ce n'est pas un problème purement idéologique, parce que dans nos pays africains, l'idéologie, d'ailleurs aujourd'hui, très sincèrement, ce n'est pas faire insulte à l'intelligence des partis politiques, mais on constate malheureusement que les démarcations idéologiques d'antan connues autrefois, malheureusement, n'existent plus. Ce qui est le plus important, c'est comment unir nos forces dans quelque pays que ce soit pour sauvegarder l'essentiel, compte tenu de toutes les menaces et toute la fragilité de nos États après 60 ans d'indépendance. Mais justement, dans cet état d'esprit dont vous parlez actuellement, Mohamed Bazoum succède au président Issoufou à la tête du PNDS. Pourquoi ne lui apportez-vous pas votre soutien comme en 2016 pour Issoufou? Quand nous avions signé notre protocole à l'époque, c'était un engagement réciproque d'accompagner le président Issoufou jusqu'au terme de son mandat. Donc nous l'avons fait jusqu'au terme de son mandat. Donc de part et d'autre, chacun a respecté ses engagements. Maintenant, nous ne sommes pas tenus de poursuivre un accompagnement de notre parti politique, même si par ailleurs le président Issoufou est libre de choisir qui il veut pour le succéder. Mais c'est le même parti. Et en plus, Bazoum assure la continuité, dit-il, du programme d'Issoufou. Ah ouais, mais ça c'est le programme du président Issoufou. Moi, j'ai mon programme, j'ai le programme de mon parti aussi que je dois défendre. Et je pense que je suis en droit de présenter ce programme à la sanction des Nigériens. Alors, le 24 novembre 2020, l'ex-chef de l'État, Mamadou Tanja, est décédé. Que retenez-vous de l'homme dont vous étiez si proche? Vous savez, malheureusement, on ne reconnaît la valeur des hommes qu'après leur disparition. Le président Tanja est certainement l'un des plus grands hommes d'État et l'un des plus grands hommes politiques de ce continent. Je vous le dis. Malheureusement, il a été incompris. Il a été incompris à la fin de son mandat parce que... Pour le troisième mandat. Mais je peux vous dire une chose. C'est un grand homme d'État, c'est un grand bâtisseur, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le Niger avec peu. Et c'est grâce à Tanja aujourd'hui que nous avons revalorisé nos ressources minières.
C'est grâce à Tanja que nous avons exploité notre pétrole. Et si j'avais le temps de vous développer les conditions dans lesquelles il a décidé de l'exploitation du pétrole du Niger, je vous assure que beaucoup d'Africains auraient un autre regard sur la personne du président Tanja. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Merci beaucoup. Albadé Abouba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, madame. Monsieur Nassirou Sabo, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Vous avez été le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'intégration africaine et aussi le ministre de l'économie. Vous représentez le candidat Séni Oumarou du Mouvement national pour la société du développement, le MNSD. Comment se déroule sa campagne électorale? Merci madame et merci à l'équipe de RTI de bien vouloir nous recevoir. Je voudrais d'abord vous demander, chaque fois que vous dites MNSD, ajoutez Nassara. Nassara qui est un mot d'origine arabe, qui est une particule très importante parce que c'est la victoire. La campagne, disons, elle se déroule bien, avec ses hauts et ses bas. Mais ce que nous avons toujours recherché au niveau du MNSD Nassara, c'est que les règles du jeu soient respectées. Vous ne pouvez pas commencer un concours en changeant les règles de ce concours en cours d'exécution. Mais à qui vous vous adressez? Au régime au pouvoir? Je m'adresse et au pouvoir et aux différents acteurs. Alors, à 70 ans, Séni Oumarou se présente pour la 3e fois à l'élection présidentielle, après 2011 et 2016. Quelles sont les raisons de cette détermination? Bon, d'abord, ce n'est pas lui, c'est le parti. C'est le parti qui l'a choisi. Nous avons les échos qu'aux élections de 2011, notre parti a fait un très bon score. Alors que c'est le peuple qui a décidé, avec le bilan de Tanja Mamadou, de lui refaire confiance à ce parti, le MNSD Nassara, à travers son candidat Séni Oumarou. Je vous rappelle que Séni Oumarou a été pratiquement un ministre permanent du temps du président Tanja Mamadou. Ministre du Commerce, ensuite Premier ministre. C'est vous dire. Donc, toute la philosophie, toute la conduite du MNSD Nassara, il incarne toutes les valeurs que nous portons. Mais, excusez-moi, il n'a pas, je veux dire, transformé l'essai depuis. On l'appelle l'éternel second. Quand on va à un examen, j'ai vu il y a des messieurs ou des dames qui ont fait 5 fois, 6 fois, 7 fois le bac. Hein? Là, on est en face d'épreuves, n'est-ce pas, qu'on peut regarder dans... Mais comment expliquez-vous justement qu'il ne transforme pas l'essai? C'est une volonté divine et des règles du jeu qui n'ont pas été respectées, comme je disais. Donc, je confirme. Pour vous, les élections précédentes n'étaient pas crédibles? Elles n'étaient pas du tout crédibles. 2011 et 2016? Les deux. Mais par souci d'apaisement. Parce que nous avons géré l'État. Nous savons quelles sont les zones où nous sommes fragiles, les zones où nous pouvons agir. Nous avons préféré. C'est lui-même qui est sorti pour féliciter le vainqueur. Alors que les chiffres, nous les avons compilés. Mais justement, votre candidat était jusqu'à peu au représentant du chef de l'État, Mamadou Issoufou, dont on parle actuellement, mais il se présente à cette élection contre le parti au pouvoir. On aimerait comprendre le positionnement de Séni Oumarou sur l'échiquier politique national, entre la majorité et l'opposition. Le MNSD n'est pas une girouette. Pour vous donner un exemple, les élections de 2011, on connaît un phénomène qui est revenu cette année, c'est l'invalidation de plusieurs listes. Et dans certaines régions, comme Maradi, qui est au centre, Maradi, presque tous les grands partis ont été invalidés, sauf peut-être l'ANDP. Et donc le MNSD se retrouve pratiquement avec 17 députés. C'est un très bon score. Il est le second en termes de nombre
à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, ça donne l'eau à la bouche. Et l'appétit venant en mangeant, le pouvoir a cru devoir entretenir avec le MNSD Nassara des relations d'amitié et de coopération. Nous sommes allés discuter. Mais on ne se doutait jamais que derrière les belles paroles, les actes sont différents. Et cela a conduit le MNSD à pratiquement une scission. Vous parlez d'Al-Badé. Une scission où, pour le congrès par exemple du parti, puisqu'on nous contestait la paternité du parti, ou la direction du parti, nous avons dû tenir un congrès en rase campagne. Mais l'autorité publique ne peut pas venir pour interdire une réunion légalement statutaire, n'est-ce pas, dans un contexte de compétition entre deux groupes d'une même organisation. C'est une association qui est indépendante. Donc il y a une immixtion du pouvoir politique. Et dans d'autres pays, ça vous aurait valu beaucoup de noms. Mais visiblement, le candidat a pardonné au parti au pouvoir puisqu'il a accepté cette fonction de haut représentant du chef de l'État lui-même. Quand votre demeure brûle, est-ce que vous allez vous mettre au fond de la case, dire non, ça ne me concerne pas, ou bien prendre un peu d'eau et la verser dessus? Il y a le problème sécuritaire. En ce moment, il y avait le problème aussi nutritionnel alimentaire. L'un dans l'autre, il fallait calmer le jeu. Alors, quels sont les principaux atouts de son programme, notamment sur le plan économique, puisque vous êtes son conseiller économique? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons? Et nous l'avons fait de 2000 à 2010. Premièrement, c'est valoriser le monde rural. Le monde rural, sa contribution est d'au moins 40% du produit intérieur brut. N'est-ce pas? Le pétrole, l'uranium, même s'ils produisaient, n'est-ce pas? Ce sont des ressources qui sont soumises aux aléas des prix du marché international. La fluctuation De ces prix. Et plus grave encore, à la capacité du pays à gérer ces ressources-là. Il y a l'agriculture, mais nous ne négligeons pas aussi le secteur minier. Le secteur minier parce que c'est un pays qui regorge de beaucoup de ressources naturelles. Alors, l'ex-chef de l'État, Mamadou Tandja, est décédé le 24 novembre dernier. Il a été le président du mouvement national pour la société du développement, le MNSD Nassara, qu'il a porté au pouvoir le 22 décembre 1999. Quel héritage laisse-t-il au sein de votre parti? L'héritage est immense. Vous savez, ce n'est pas de la propagande, puisque je l'ai vécu dans ma chair. Je me suis retrouvé ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, de janvier 2000 à septembre 2001. Ce que le président a trouvé, c'est d'abord au niveau des salariés de l'État et certainement les démembrements, le secteur parapublic. C'était 12 mois d'arriérés de salaire. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est. Certains parents sortaient très tôt le matin, ils ne revenaient que la nuit pendant que les enfants dormaient. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Quand le président libyen était passé au Niger, en juillet 2000, pour aller à Lomé, tenir un sommet de l'OUA. À Lomé, le président libyen avait donné un chèque de 1 million de dollars. Parler de Kadhafi, le guide. Kadhafi, le guide. 1 million de dollars. Le premier réflexe de Tandja, c'est de dire où est le chancelier de l'échiquier. On lui appelle le comptable de l'ambassade. Voilà, vous prenez ça. Donc,
il signe la décharge. Première priorité, nous avons des étudiants ici. Les arriérés concernent les étudiants aussi. Faites la situation, payez-les en priorité. Le personnel de l'ambassade, vous avez des arriérés. On ne va pas tout couvrir, on va vous appuyer un temps soit peu. Et le reste au Trésor national. Aujourd'hui, je vous dis, ça relève du rêve. Ça relève du rêve. Beaucoup de Nigériens ont vu comment les ressources de l'État sont vandalisées. Nous, on ne connaissait pas cela. On est proprement scandalisés que des hommes politiques qui se disent démocrates, qui ont des arguments, qui se disent intellectuels par rapport à Tanja et à toutes ces équipes, qu'ils viennent en un rien de temps permettre à des ministres qui ont détourné de l'argent de ne pas se présenter d'abord devant les parlementaires, parce que c'est au Parlement d'en décider, mais qui plus est de se retrouver à des postes de responsabilité encore plus importants. Nous, ça ne fait pas partie de notre culture. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Monsieur le ministre Nassirou Sabo. Merci beaucoup à vous. Monsieur le Président Maman Ousmane, bonjour. Bonjour Fatim. Vous avez présidé à la destinée du Niger de 1993 à 1996. Après avoir fondé le parti politique Convention démocratique et sociale, le CDS, aujourd'hui, vous êtes le candidat du Parti du renouveau démocratique et républicain, le RDR Tchandi, à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Comment se déroule votre campagne électorale ? Elle se déroule bien dans l'ensemble. Nous avons déjà, en ce qui concerne les élections locales, les municipales et les régionales, fait un peu le tour du pays, n'est-ce pas, et ensuite visiter un certain nombre de localités. Le 27 mars 1993, au cours de la première élection présidentielle démocratique organisée au Niger, vous avez été élu président de la République avec 55,42% des voix face à Mamadou Tandja avant d'être renversé par un coup d'État en 1996. Qu'est-ce qui motive vos successives candidatures à l'élection présidentielle du Niger plus d'une décennie après avoir quitté le pouvoir? C'est le choix de mes amis, c'est le choix, disons, des populations. Vous savez, on n'est pas candidat pour soi-même, on est candidat de par la volonté de ses concitoyens. La population qui sollicite votre engagement n'a pas voté pour vous à l'élection précédente, finalement. À l'élection précédente Oui. et à l'élection précédente, la précédente, ce ne sont pas des élections justes, honnêtes, transparentes qui se sont déroulées ici au Niger. À l'époque, quand il y a eu ces disqualifications-là, plus de 56% des listes ont été rejetées. Et un de nos compétiteurs avait dit à l'époque qu'on ne pouvait pas aller à des élections dans ces circonstances-là. Il a ajouté que si jamais nous allons à des élections avec ce rejet massif de listes, eh bien, les institutions qui en seront issues ne seront ni représentatives, ni légitimes, ni crédibles. Nous nous sommes mis tous en phase sur cette affirmation-là. Et nous avons saisi le chef de la junte pour revoir cette situation et permettre à tous les candidats d'être sur le même starting block. Rien n'y fait. Ils ont donné un certain nombre d'explications que nous comprenions à l'époque, basées sur l'argument suivant. Il dit, écoutez, nous sommes une junte militaire qui a un délai précis. Si jamais nous procédons à des corrections pour faire en sorte que ces rejets de liste soient corrigés, eh bien,
il y aura une prolongation de la période de transition. Et les gens vont nous suspecter de vouloir prolonger cette transition-là et nous incruster au pouvoir. Il nous a dit, dans tous les cas, le président de la République qui sera élu sortira ici. Vous êtes tous là présents candidats. Il dit, étant donné que notre Constitution permet au président élu, une fois qu'il prend fonction et qu'il est en exercice, de dissoudre l'Assemblée nationale, eh bien, vous vous accordez, vous vous entendez entre vous. Celui d'entre vous qui sera élu, il vous consulte. Et puis, on dissout l'Assemblée. Comme ça, tout le monde va être sur le même pied d'égalité. Comme ça, nous aurons un Parlement véritablement représentatif du peuple nigérien. Eh bien, celui d'entre nous qui a été élu, une fois qu'il a prêté serment devant cette Assemblée, plutôt que de respecter ce contrat psychologique qui a été fait, non, il s'est assis là-dessus. Les deuxièmes élections au cours desquelles je me suis présenté, mais là, vous le savez, sans donner des détails, il y a eu les mêmes trucages. Et ensuite, le candidat qui était en poste avait compéti au deuxième tour avec un compétiteur qui est là-bas en prison. Le poète a dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Mais vous, si vous êtes élu, que comptez-vous faire? En ce qui me concerne, voyez-vous, nous avons procédé à une analyse approfondie de la situation de ce pays-là. Et nous avons dégagé 7 axes prioritaires d'action pour sortir ce pays et qu'il puisse émerger de cette situation de dernier pays de la planète. Ces priorités sont d'abord la question de l'hydraulique, la question de l'eau, tout simplement. L'autre priorité, c'est l'éducation. Fournir la connaissance aux jeunes et aux moins jeunes, le savoir-faire aussi, de manière à améliorer la capacité productive de la grande partie des citoyens de ce pays. Ensuite, il y a la question majeure de l'emploi. Plus de la moitié de la population nigérienne est jeune, désœuvrée, au chômage. Voyez-vous, ces bras valides-là pouvaient être encadrés, mobilisés et contribuer à la production, à la création des biens et services, à la création de richesses et à l'amélioration des revenus. Monsieur le Président, vous venez d'énumérer plusieurs grands chantiers, mais comment allez-vous financer tout ça? Premièrement, une réforme de notre fiscalité va nous permettre d'améliorer la collecte des fonds publics et la transparence de leur gestion, la redevabilité, l'imputabilité, vont donner confiance aux citoyens pour s'acquitter de leur devoir fiscal. Et puis ensuite, nous ferons appel aux partenaires extérieurs traditionnels pour nous accompagner. Donc vous allez endetter un peu plus votre pays c'est avec les bailleurs de fonds. L'endettement n'est pas une chose interdite. Vous savez, le crédit est un mécanisme qui permet de faire de la production et qui permet également de créer des richesses, des biens et des services. L'important, c'est que cet endettement-là soit fait de manière équitable avec les partenaires et qu'il soit utilisé à bon escient. Et soutenable sur le long terme pour les générations futures. Et soutenable, naturellement, pour les générations futures. Vous êtes arrivé 4e en 2016 avec 6% des voix. Pour quelles raisons pensez-vous améliorer votre score en 2020 et comment allez-vous faire pour l'améliorer? En luttant contre la fraude et la manipulation.
parce que mon score de 4e, je vous l'ai démontré tout à l'heure, c'est des scores affectés aux uns et aux autres pour le besoin de la cause. C'est tout. Nous nous investissons actuellement pour renverser la tendance en faisant en sorte que nous bloquons la fraude. Oui. Mais, voyez-vous, il y a eu beaucoup de cas où le résultat annoncé par la CENI et les résultats issus des urnes, issus du bureau de vote, avec la signature des différents délégués des partis, sont totalement différents. J'ai un de mes amis qui a été maire chez lui, donc élu d'abord conseiller municipal, puis élu par les conseillers comme étant le maire, candidat aussi aux élections présidentielles. Il est parti à ces élections-là. Quand vous regardez les résultats officiels donnés au niveau de sa propre localité, il avait eu 0 voix. Or, ce monsieur-là a voté pour lui-même. Il a 2 épouses qui ont voté pour lui-même. Et en allant au bureau de vote, il y a 200 personnes qui l'ont accompagné pour aller voter. Oui, mais quand les résultats sont sortis, 0 voix. Ça veut dire que sa propre famille, et lui-même, et ses épouses, et ses enfants n'ont pas voté pour lui, sans compter les autres. 0 voix. Ce sont des élections, ça? Nous allons y remédier, Inch'Allah, cette fois-ci, tout simplement avec une vigilance au niveau des bureaux de vote, ce qui avait manqué auparavant. On ne va plus se laisser voler les voix. Donc vous allez contester, vous envisagez de contester cette élection? Oh, vous savez, les résultats, ce n'est pas... Mais je ne vais pas vous dévoiler ici, donc, nos stratégies électorales. Sinon, nos compétiteurs vont s'en saisir et contourner pour aller faire autre chose. Mais je vous dis que nous allons être très vigilants et veiller au grain pour ne pas se faire voler encore une fois. Merci, Monsieur le Président Ousmane Mamman, de nous avoir reçus, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Fatim Djidji. Merci. Mohamed Boazoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du PNDS Tarayya, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Vous avez été ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur du parti au pouvoir. Comment se déroule votre campagne électorale? Elle se déroule dans de bonnes conditions. Je suis en train d'exécuter un programme que nous avons conçu depuis quelques semaines. Nous avons eu des élections locales qui ont eu lieu pendant la campagne électorale de la présidentielle. Nous avons dû en tenir compte et nous avons conçu le programme en conséquence. Alors l'ancien chef de l'État et candidat du PJP d'Oubara, Salou Djibo, a annoncé récemment vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue de nouveau sur la question de votre nationalité d'origine. Une requête qui a déjà été formulée à plusieurs reprises par plusieurs candidats de l'opposition. Ces accusations sont-elles fondées? Elles ne sont pas fondées parce que si elles l'étaient, ils auraient eu gain de cause. Je n'ai jamais compris comment tout cela est en train de se passer et je ne comprends pas davantage le gain qu'ils espèrent de cette campagne qui procède davantage du dénigrement que de la quête du droit. Moi, je suis en politique de façon publique depuis 30 ans. J'ai été député 5 fois. Et à toutes ces occasions, j'ai présenté les mêmes pièces qui sont demandées pour la constitution du dossier pour la candidature à la présidence de la République. Votre acte de naissance. Un acte de naissance et un certificat de nationalité. Alors donc, elles sont passées devant 6 cours constitutionnels. Personne n'a jamais eu rien à redire. Je suis un Nigérien, je suis né en 1960 ici au Niger, d'un père lui-même né au Niger.
et même mon grand-père est né au Niger. Nous sommes une communauté d'Arabes venus de Libye. Les Ouled Slimane. Les Ouled Slimane, depuis 1850. Nous avons une historiographie qui est très précise des explorateurs comme Natigal, comme Barthes font cas dans le récit de notre histoire dans cet espace du Niger lors de leur passage au XIXe siècle. Je suis nigérien d'origine, donc la question en droit ne se pose même pas. C'est vrai que je suis arabe. Ceux qui ont écrit ces textes-là sur la base d'une inspiration funeste de le départ l'ont utilisé en arguant du fait qu'il n'y a pas d'Arabes au Niger, comme si ça pouvait être possible. Il y a des Arabes en nombre relativement grand qui sont des Nigériens et basés au Niger depuis, pour certains, le XVIe siècle, pour d'autres, le XVIIIe, pour d'autres, enfin, comme moi, le XIXe siècle. Donc c'est pour des raisons politiques, purement politiques. C'est pour des stratégie. raisons purement politiques. C'est une stratégie qu'ils ont eue, malheureusement invoquant, sous-tendue par des relents racistes, tout simplement. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc visiblement, le terme nationalité d'origine consacré par l'article 47 de alinéa 3 de la Constitution du 25 novembre 2010 n'avait attiré l'attention d'aucun Nigérien, y compris celle des membres du Conseil consultatif national dont vous faisiez partie. Ouais. Pour quelles raisons avez-vous validé cette précision relative à la nationalité d'origine quand on connaît le poids du vote identitaire en Afrique? Mais nous n'avons pas fait attention à l'époque. Ceux qui sont en train d'exploiter ça, eux avaient leur idée apparemment dans la tête et ils sont en train de la faire valoir. Mais quelqu'un de sain comme moi, quelqu'un qui est un panafricaniste, quelqu'un qui est un humaniste tout simplement, ce sont des choses auxquelles il ne fait pas attention. Ça n'a même pas de sens compte tenu de l'état totalement rudimentaire de l'état civil au Niger, parce que vous avez rarement une personne qui peut exciper d'un acte de naissance de son père et de soi-même. Nous avons tous des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance. Et ce n'est pas un document très rigoureux, ça. Donc, quand une telle disposition existe dans d'autres pays, en Europe en particulier, c'est qu'il y a au moins 4 siècles d'état civil rigoureux. Et donc, il y a une traçabilité de la trajectoire de chaque personne avec la possibilité de se référer à des documents authentiques. Chez eux, ça a un sens de parler de nationalité d'origine. Mais chez nous, on n'a pas le moyen de le vérifier parce que tout simplement, le vérifier, ce serait à travers des actes d'état civil, mais qui n'existent pas en Afrique. Donc, les esprits malsains qui ont mis son disposition-là sont totalement en porte-à-faux avec la réalité de notre continent à nous, où l'état civil ne permet pas de vérifier les prétentions des uns ou des autres. Alors vous avez promis, en cas de victoire, de faire comme votre prédécesseur, Mamadou Issoufou, en lançant l'acte 3 du programme de Renaissance. Avec cette continuité politique, comment comptez-vous contenter les déçus de la gouvernance du président Issoufou? S'il y a trop de dessus de la gouvernance de M. Issoufou, ils y mettraient fin. C'est ça l'avantage de recourir à l'arbitrage du peuple tous les 4 ans, tous les 5 ans en démocratie. Donc j'aurai le soutien de tous ceux qui seront satisfaits du bilan du président Issoufou et donc par conséquent j'aurai le soutien pour continuer dans le sens de ce que le président Issoufou a entrepris. Mais quelle sera votre marge de manœuvre face à cette figure tutélaire qu'est Mamadou Issoufou? Oui, je ne me pose pas cette question. Je ne vois pas pourquoi je me la poserai. Le président Issoufou ne sera plus président de la République. C'est moi qui serai le président de la République. C'est moi qui prendrai mes décisions. En toute indépendance? Bien sûr que ce sera en toute indépendance. Le président Issoufou ne s'attardera pas de savoir ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire. Ça ne lui ressemble pas. S'il était le genre à vouloir s'intéresser à ces choses, il ne serait pas parti. Alors la crise sécuritaire que traverse votre pays semble être la principale préoccupation des populations. Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour y mettre fin? Nous ne sommes pas le Mali, donc ne me posez pas une question comme s'il s'agissait du Mali.
Nous n'avons pas de problème sécuritaire à ce point-là. Nous n'avons pas... Vous êtes parti quand même de la zone. Voilà, la zone, malheureusement, il faut régler le problème du Mali. Si on veut régler le problème de sécurité du Niger, il faut régler le problème du Mali. Le Mali, le nord du Mali est malheureusement truffé de groupes armés non étatiques aujourd'hui qui ont remis en cause l'autorité de l'État malien, qui ont mis fin à la continuité de l'État sur le plan en tout cas géographique, qui ont mis fin à la présence de l'administration et à la délivrance des services sociaux de base. C'est ça qui est très préoccupant, c'est de ça qu'il faut s'occuper. Il faut une grande synergie, c'est le terme que moi j'utilise, pour qu'on règle le problème du Mali. Une fois qu'on a réglé le problème du Mali, ses effets sur les États voisins, eux, se régleront d'eux-mêmes. Alors vous êtes prononcé en faveur d'un ralentissement de la croissance démographique au Niger. Vous estimez que les principales réponses à ce phénomène sont l'accélération de la scolarisation des jeunes filles et la lutte contre les mariages précoces. Alors que comptez-vous faire très concrètement dans ce sens? Dans ce sens, je compte faire en sorte que nous construisions le maximum d'internats dans les collèges ruraux de façon à assurer leur réussite aux filles qui fréquentent les collèges. De la sorte, on les retiendrait longtemps à l'école et on leur éviterait les mariages précoces qui sont le facteur principal de l'aggravation de l'inflation démographique chez nous. Mais est-ce que la démographie justement en Afrique n'est pas un atout pour nos États, à l'instar d'autres pays, notamment en Asie? Non, elle n'est pas un atout parce que ces pays d'Asie, vous avez dû constater qu'à un moment donné, ils ont été contraints de prendre des mesures draconiennes pour diminuer la natalité et réduire donc le taux de croissance démographique. Aujourd'hui, le Niger, qui était indépendant en 1960 avec un peu moins de 3 millions de personnes, se retrouve avec 22 millions. Les richesses qu'on se partageait entre 3 millions, aujourd'hui on se les partage entre 22 millions. Heureusement qu'il y a eu plus de richesses parce qu'il y a eu de la croissance entre-temps. Mais si nous avions à les partager entre 14 millions ou 10 millions, nous aurions été un pays dont le PIB par tête d'habitant aurait été bien supérieur à celui que nous avons aujourd'hui. Alors ce sera ma dernière question. Quelle est votre opinion sur le sentiment anti-français qui se développe un peu partout sur le continent africain et notamment au Niger? Au Niger, il n'y a pas un tel sentiment vraiment répandu. Ce n'est pas vrai. C'est des sentiments qui ont cours dans des petits milieux très marginaux, en tout cas au Niger, et même ailleurs, à mon avis, même si les réseaux sociaux aujourd'hui ont une résonance qui est disproportionnée. Donc voilà, il y a beaucoup de clichés qui sont utilisés. Moi qui suis averti et qui sais de quoi retournent les choses, lorsque je lis ce qui est dit contre la France, j'ai l'impression que parfois c'est totalement des inepties et on abuse un peu de l'ignorance des gens. J'ai animé une conférence à l'université de Niamey et j'ai découvert avec ahurissement que les étudiants sont totalement ignorants et intoxiqués sur ces questions-là. Donc, mais cela dit, la France reste un pays différent de ceux de l'Afrique et le débat sur le franc CFA, sur l'intégration monétaire ouest-africaine est un débat intéressant qu'il faut mener, mais pas dans les termes tels que cela est posé. Les Africains n'ont rien à reprocher à l'État français? Ils n'ont pas à lui reprocher ce qu'on lui reproche de façon très courante à travers un certain nombre de lieux communs. Monsieur Bazoum, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, madame. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les candidats qui ont pris le temps de nous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à la semaine prochaine.